Du coup, bienvenue à toutes et tous pour ce nouveau webinaire de la Fabrique des Transitions intitulé Outiller l'approche systémique. Petit warning habituel de début de séance, la session est enregistrée et sera rediffusée sur la chaîne YouTube de la Fabrique des Transitions. Donc, normalement, si vous ne prenez pas la parole, vous n'apparaissez pas à l'image, mais dans le doute, vous pouvez éteindre vos caméras si vous ne souhaitez pas être filmé. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Irvina Marchal, chargée de l'animation et de la communication à la Fabrique des Transitions. Et je suis également accompagnée ce matin de mes collègues Benoît Thévard et Lucas Bonnet. Et pour introduire cette séance, quelques petits mots sur la Fabrique des Transitions, pour celles et ceux qui ne connaissent pas non plus. Donc, la Fabrique des Transitions, c'est une alliance qui a été créée en 2020 et qui réunit à ce jour plus de 500 organisations et 1000 personnes qui représentent une grande diversité d'acteurs, collectivités territoriales, réseaux d'acteurs, accompagnateurs et accompagnatrices pardon, de territoires, associations, collectifs citoyens, chercheurs, médias, bref, une grande diversité d'acteurs qui ont tous en commun d'être engagés sur les enjeux de transition écologique et d'avoir une attention particulière pour l'échelle territoriale qui, pour nous, est une échelle de proximité qui permet de reprendre prise, en fait, sur ces grands enjeux qui peuvent paraître, voilà, des fois assez éloignés. L'approche de la Fabrique des Transitions, donc je vous l'ai dit, c'est une alliance qui s'est créée en 2020, mais qui s'appuie en fait sur l'expérience de territoires pionniers qui ont développé pendant plusieurs décennies des politiques publiques ambitieuses de transition. Et la Fabrique des Transitions vise à transmettre ces enseignements, à faire évoluer, à enrichir ces enseignements avec d'autres territoires et d'autres acteurs qui travaillent ces enjeux. Euh, que vous dire de plus sur la Fabrique des Transitions? Du coup, notre approche, enfin, l'objectif de la Fabrique des Transitions, c'est vraiment de travailler le changement d'échelle des transitions, de la transition écologique et en s'appuyant notamment, en travaillant notamment les enjeux de conduite de changement, donc d'embarquement des acteurs, de relations de coopération, que ce soit en interne des organisations ou avec l'ensemble des partenaires territoriaux d'approche systémique sur laquelle on va notamment revenir aujourd'hui, et aussi d'évaluation des effets produits par les transitions, notamment les effets immatériels et sensibles qui sont plus difficiles à valoriser et à identifier. Euh, Concrètement, aujourd'hui, la Fabrique des Transitions se développe, se déploie à travers deux typologies d'actions. D'un côté, l'accompagnement de territoires et à ce jour, après 5 ans d'activité, on a accompagné près de 140 territoires sur tout le territoire national et aussi au-delà de différentes tailles et couleurs politiques. Et aussi un volet animation d'alliance à travers notamment des communautés apprenantes et des chantiers. Et c'est dans le cadre de ces chantiers de la Fabrique des Transitions que Michael Poiroux et Frédéric Veil ont développé les travaux qu'ils vont vous présenter aujourd'hui et pour lesquels je les remercie pour leur engagement du coup au sein de l'Alliance depuis plusieurs années, notamment depuis 2023 et 2024. Euh, Voilà, je vous ai dit l'essentiel. Je pense que dans le chat, on va vous transmettre un petit lien si vous, pour devenir allié, enfin pour en savoir plus sur la Fabrique de Transition et aussi le lien vers notre charte d'alliance si vous voulez rejoindre l'alliance en signant gratuitement notre charte d'alliance et sur le déroulé de la matinée pour pas prendre trop de temps en termes d'introduction. Du coup, je vais rapidement passer la parole à Frédéric Veil, qui va nous parler représentation systémique et nous partager donc les enseignements des travaux qu'il a menés au sein de l'Alliance avec plusieurs alliés. On prendra ensuite un petit temps pour échanger, voilà, prendre vos questions, interrogations, remarques autour de ces premiers travaux. Et ensuite, ce sera Michael Poiroux qui reviendra également sur les enseignements du chantier trajectoire de transformation, qui a analysé plus en détail une sélection de grilles de lecture euh, pour, euh, pour aborder la systémie. Également, un nouveau temps d'échange avec vous et on conclura rapidement en fin de séance. Voilà, ce qui devrait nous amener à peu près vers 13 heures.
Je crois que j'ai tout dit en termes d'introduction. Du coup, ben, je te laisse la parole, Frédéric, pour nous parler représentation systémique. Peut-être, excuse-moi, juste Irvina, annoncer qu'on envisage une journée de travail le 9 juillet, si des gens partent à la fin, qu'ils l'aient en tête. Effectivement, j'avais prévu d'en parler plutôt en conclusion, mais effectivement, l'idée de ce webinaire aujourd'hui, c'est de vous présenter les enseignements des travaux qui ont été menés. Donc voilà, ce sera plutôt un panorama assez large, mais si vous souhaitez poursuivre la discussion, mettre au travail en fait ces différents enseignements, on prévoit une journée de travail le 9 juillet à Paris de 10 heures à 16 heures, dont on va aussi vous mettre le lien d'inscription dans le chat. Voilà, donc ça sera aujourd'hui c'est le panorama et le 9 juillet, ça sera vraiment un temps pour mettre au travail tout ce qui sera partagé aujourd'hui. Voilà. Je te laisse partager ton écran, Frédéric. Très bien, merci Irvina. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être aussi nombreux pour suivre cette visio. Comme l'a dit Irvina, je m'appelle Frédéric Veil. Je travaille chez Futurible, qui est un centre d'expertise sur la prospective, avec à la fois une activité de veille prospective, de publication d'analyse et de travaux prospectifs. On fait également de la formation et on accompagne des acteurs publics et privés dans leur stratégie, enfin dans leur démarche de prospective et de stratégie. Et donc effectivement, j'ai piloté ce chantier sur les représentations systémiques entre 2023 et 2025. L'idée, c'est de vous dire en quelques mots comment on a travaillé, qu'est-ce que vous trouverez dans la publication qui sera bientôt disponible, et puis qu'est-ce qu'on peut faire aussi de ce travail, en quoi est-ce qu'il peut vous être utile. Donc, quelques mots peut-être pour introduire ce chantier qui a été initié en début 2023 avec une idée de départ, une intuition de départ qui a été ensuite un petit peu affinée, mais qui a servi de fil rouge à nos travaux hein, jusqu'à l'an dernier. Donc déjà, représentation systémique, le terme est un petit peu ambivalent, hein, il peut porter sur différents objets, différents sujets. Quand on parle de systémie, on peut parler de la dimension systémique des acteurs qui s'engagent dans des démarches de transition. On peut parler aussi de la trajectoire, une trajectoire systémique de transformation. Mais on peut aussi parler de l'objet, c'est-à-dire du territoire. Et c'est un petit peu ça qui nous a intéressés dans ce chantier, c'est-à-dire comment est-ce que euh, le, la transition qui s'applique à un territoire peut être représentée visuellement, puisque l'intuition de départ, c'est de se dire les démarches de transition engagées sur les territoires, elles visent finalement un changement de modèle, à la fois économique, sociétal, organisationnel, dans un environnement qui est touché, marqué par des changements importants, des mutations, avec souvent une dimension systémique, que ce soit les évolutions climatiques, énergétiques, géopolitiques, sociétales, etc. Et le constat qu'on a pu faire au départ, c'est que si ces démarches de transition visent un changement systémique, eh bien souvent elles s'appuient assez peu sur des représentations visuelles de ces changements et de leurs interactions. Et donc, euh, l'intuition de départ, ça a été de se dire, dans les démarches de transition appliquées au territoire, ça peut être intéressant de s'appuyer, de s'adosser à des représentations visuelles de ces changements, à la fois pour expliciter ce qu'on entend par territoire à ces différentes échelles et représenter visuellement qu'est-ce qui va changer dans la trajectoire de transition, que ce soit des éléments euh, sur les ressources, sur les modes de vie, sur les modèles productifs. Et donc le fait de pouvoir représenter visuellement ces différentes dimensions et leurs interactions peut être un outil intéressant pour expliciter les stratégies, pour susciter l'adhésion et l'appropriation des acteurs, pour générer du débat et pour, in fine, optimiser ces démarches de transition. Donc l'idée de ce chantier
qui a été au départ discuté avec quelques alliés, alors que je crois qu'ils ne sont pas présents là ce matin, mais je vais citer leurs noms. Donc Claire de Latolas, Nicolas Anderson, Stéphane Vincent et Tibor Kettelbach, qui ont, voilà, avec lesquels on a initié cette réflexion au départ. Et puis ensuite, d'autres alliés nous ont rejoints au fil des années, et notamment Patricia Auroy, voilà, j'ai vu qui est présente ce matin et que je remercie aussi pour ses contributions. Alors, je vais partager mon écran pour rentrer un tout petit peu dans le concret. Euh, voilà, pour se dire déjà, quand on parle de représentation systémique, c'est quoi finalement? De quoi on parle concrètement? Puis après, je vais rentrer plus dans le contenu. Donc, vous connaissez tous ces travaux autour des fresques, fresques du climat, fresques des transitions, donc qui sont pour nous une des manières de représenter visuellement un système, sa logique de fonctionnement et ses changements possibles. Quand on parle de représentation systémique, on peut aussi parler de ce genre de représentation, donc là qui a été faite en appui à une démarche de prospective sur l'évolution possible du département de la Savoie, et donc avec des représentations parfois très très schématiques, très synthétisées, qui ont servi de support à une appropriation de la part des acteurs pour se représenter collectivement le territoire dans ses différentes dimensions, dans sa logique de fonctionnement, avant de s'engager dans une réflexion plus prospective sur ses futurs possibles. Et puis quand on repart de représentation systémique, on peut aussi parler de ce type de visuel, les toiles systémiques, hein, que font l'agence d'urbanisme de Dunkerque, donc avec des représentations beaucoup plus expertes et beaucoup plus fouillées, qui peuvent aussi rentrer dans ce registre. Donc, on peut être sur des formes de représentation extrêmement variées, extrêmement différentes. Et c'est peut-être là-dessus que je vais commencer, puisque la première année, on a essayé de se dire, bah, quand on parle de représentation systémique, finalement, de quoi est-ce qu'on parle et quelle est la diversité des cas de figure qu'on peut rencontrer. Et donc, on a travaillé autour d'une typologie. Alors, le schéma est malheureusement pas très beau, mais euh, il a le mérite au moins de présenter assez clairement les différentes dimensions qu'on a voulu mettre en évidence, en partant de l'idée que quand on parle de représentation systémique, on peut être sur des objets très différents. On peut être sur un objet physique, on peut être sur un territoire dans sa globalité, on peut être sur une dimension du fonctionnement du territoire, par exemple le système agricole ou le système alimentaire. Mais un point essentiel, c'est bien l'intention qu'il y a derrière. Pourquoi est-ce qu'on fait une représentation systémique? Dans quel objectif? Dans quelle finalité? Et avec qui? Qu'est-ce qu'on va représenter dans cette représentation et avec qui est-ce qu'on va la construire? Donc la première année, on a essayé, et ça vous le retrouverez de manière un petit peu détaillée, pardon, dans dans le livrable, enfin dans la publication. Vous retrouverez une explication de cette typologie dans laquelle on a essayé de mettre en évidence le fait que bah, une représentation systémique, ça peut avoir différents usages. Ça peut permettre de sensibiliser les acteurs à la complexité d'un système, la complexité d'un territoire. Ça peut avoir pour objectif de faire évoluer ou faire converger la représentation autour d'un objectif commun. Ça peut être aussi un outil pour aider à la décision, et ça peut être aussi un outil pour mobiliser et mettre en mouvement des acteurs. Et donc, en fonction des usages et des besoins qu'on a, eh bien, on n'aura pas le même type d'outils et le même type de représentation en fonction de ces objectifs. On peut aussi avoir différents types de représentations. Et là, on peut avoir, la cartographie est très vaste. On peut être sur des modélisations euh, externes ou internes à la structure. On peut être sur une représentation pour représenter les différentes dimensions de la structure, mais représenter aussi leurs interactions. On peut être sur des représentations statiques ou dynamiques qui expliquent dans quelle mesure est-ce que le système ou le territoire évolue dans le temps, avec des niveaux de complexité qui vont du très simple au très avancé, avec un niveau de représentativité qui peut être là aussi plus ou moins poussé, à la fois dans certains cas pour donner des points de repère ou pour être sur des modélisations quasiment exhaustives de l'objet qui est représenté, et voilà, avec une dimension temporelle qui peut être plus ou moins dynamique.
et avec un troisième volet important sur le mode de construction, puisque ce qui est important de se dire, c'est que ces représentations systémiques, ce ne sont pas que des outils d'experts. Euh, on peut aussi en faire des outils de construction collaborative qui peuvent être co-construits en collectif, avec parfois un niveau de maturité graphique qui peut être quasiment du niveau de l'esquisse pour justement inciter les participants à s'engager dans la co-construction. Euh, et, euh, et on peut avoir, voilà, entre l'outil déjà construit qui va être livré aux participants pour qu'ils puissent découvrir un petit peu et comprendre les différentes dimensions du territoire et la problématique de transition, jusqu'à l'esquisse qui sera co-construite, on peut avoir voilà, plein de cas de figure différents. Voilà, donc ça, vous le retrouverez dans la publication. Ce qu'on a retenu de ce premier temps de travail qu'on a mené en 2023, c'est que, au-delà de la très grande diversité de modes de représentation qui peuvent exister, il y a quelques principes qu'on retrouve toujours et qui sont importants à avoir en tête. Le premier principe, c'est que ces représentations, ben, ce ne sont que des outils qui sont au service d'un changement systémique. Donc, c'est important d'expliciter pourquoi est-ce qu'on s'engage dans ce type de représentation, qu'est-ce qu'on en attend, et donc quel est le mode de représentation le plus adapté par rapport aux besoins. Le deuxième élément qui nous a semblé très important, c'est que dans ces représentations systémiques, il y a toujours une dimension rationnelle, on va dire scientifique, et une dimension sensible. Et donc, c'est important de voir de quoi on a besoin et comment est-ce qu'on peut équilibrer ces deux dimensions pour que ce soit pertinent par rapport aux objectifs. Le troisième élément, c'est il y a forcément une dimension de simplification. Hein. Si on veut que ces représentations constituent un outil de médiation et d'appropriation par les acteurs, bah, il faut toujours qu'on trouve le bon équilibre entre l'intelligibilité de ce qu'on représente, son exactitude plus ou moins forte, et la simplification nécessaire pour que ce soit accessible et compréhensible par les parties prenantes. Euh, et puis l'autre élément important, c'est la dimension du processus. Hein. Au-delà de l'objet et de la représentation visuelle, ben, la question c'est comment est-ce que ça s'inscrit dans un processus dans lequel les acteurs vont s'impliquer et à quelles conditions est-ce que c'est utile au processus pour voilà, renforcer la compréhension des acteurs, renforcer leur engagement et en faire un outil qui permet d'avancer dans la prise de décision. Donc voilà pour ces éléments un petit peu, on va dire, théoriques, hein, qui ont été balayés lors de la première année. Deuxième année, on a travaillé sur des retours d'expérience. Alors, je ne vais pas les présenter là, ils seront dans la publication, vous pourrez les découvrir, mais on a essayé de voir à travers différents retours d'expérience qu'est-ce qui se fait aujourd'hui, hein, comment certains acteurs ont construit des représentations systémiques dans tel ou tel cas de figure. Et ce qui apparaissait fortement, un enseignement vraiment important de ces retours d'expérience, c'est que très souvent, les représentations systémiques n'étaient pas prévues au départ d'une démarche, mais elles sont arrivées de manière un petit peu imprévue, improvisée, assez spontanée, avec deux biais. Alors l'intérêt, c'est que bah, c'était vraiment utile, c'est-à-dire que les acteurs qui se sont dit on a besoin d'une orientation systémique, bah, voilà, ça répondait à un vrai besoin, mais souvent ça partait d'une feuille blanche, c'est-à-dire que dans la démarche, eh bien, il y a eu un travail de se dire bah, c'est quoi le besoin, comment est-ce qu'on peut représenter notre système, ses différentes dimensions, ses interactions, mais en fait on a été à chaque fois, enfin souvent, on part d'une feuille blanche. Et donc, on ne s'appuie pas sur l'acquis de ce qui a pu être fait dans d'autres territoires. Et donc, ça prend du temps et parfois, on commet des erreurs. Et le deuxième biais du fait de partir un peu spontanément sur ces démarches, c'est que parfois, on se polarise sur un sujet ou sur une dimension. Et parfois, on ne prend pas en compte de manière plus globale le positionnement du territoire dans son environnement, dans les grands changements globaux. Et donc, il peut y avoir un regard un tout petit peu biaisé. Donc, on a essayé voilà, de tenir compte de ces enseignements aussi dans, dans la suite des réflexions. Et donc, dans ce que je vais vous présenter maintenant, un point important, c'est qu'on a essayé de modéliser finalement un processus relativement simple pour aider les acteurs à s'engager dans les représentations systémiques, non pas en leur proposant un cheminement trop rigide et trop précis, mais plutôt être dans un processus assez léger avec quelques points de repère. Donc, je vais vous les présenter rapidement, puis après on pourra ouvrir les échanges. La première étape de ce processus, c'est la définition des intentions. J'en ai parlé un tout petit peu, mais finalement,
pourquoi est-ce qu'on veut engager ce type de représentation? Ça répond à quel objectif? Ça répond à quel besoin? Euh, sur quel est l'objet? Est-ce que c'est le territoire en sa globalité? Est-ce que c'est une dimension du territoire? Est-ce que c'est euh, un service d'une collectivité? Est-ce que c'est quelles sont les échelles prises en compte et quels sont les acteurs avec lesquels on va travailler? Donc cette définition des intentions, elle est tout à fait essentielle et on peut avoir quelques outils qui peuvent permettre d'aider à ce processus initial, notamment des outils de type carte mentale ou de type radar prospectif. Je ne vais pas forcément les détailler ici, mais c'est des outils qui sont présentés dans la publication, qui peuvent permettre justement voilà, d'aider à construire cette première étape. La deuxième étape, et j'ai un petit visuel pour l'illustrer, c'est la description et la caractérisation du système. Donc, quand des acteurs souhaitent s'engager dans ce type de représentation, une fois qu'ils ont défini leurs objectifs, ce qui nous paraissait important, c'est de pouvoir euh, être, euh, être assez clair sur le type d'objet qui sera représenté et sur les objectifs prioritaires. Et donc là, vous avez à l'écran une petite typologie de ces objectifs. Dans certains cas, ce qui sera important, c'est de représenter le territoire face aux limites planétaires. Et donc là, on pourra s'appuyer sur un outil comme la théorie du donut, qui existe déjà, qui est décrite dans la publication et qui vous permettra justement d'avoir ce cadre de représentation qui permet de représenter le territoire face aux limites planétaires. Dans d'autres cas, on aura besoin d'avoir une approche plutôt dynamique des flux qui peuvent traverser le territoire. Et là, on peut s'appuyer sur d'autres méthodes, d'autres outils qui sont également détaillés dans la publication. Dans d'autres cas, on aura besoin de représenter de manière très simple les grandes logiques de fonctionnement du territoire. Et donc là aussi, on a d'autres outils de type analyse structurelle, radar prospectif ou schéma systémique qualitatif. Et dans d'autres cas encore, on aura besoin d'aller sur une lecture beaucoup plus exhaustive et détaillée du territoire. Et donc, dans le processus qui est décrit dans la publication, on a quelques questions, quelques principes pour justement guider la réflexion et aider les acteurs à voir quelle est la méthode, quel est l'outil qui leur serait le plus utile pour justement représenter leurs problématiques et leur territoire. La troisième étape, je vais très vite, hein, mais l'idée c'est plutôt de vous donner à voir ce que vous retrouvez dans la publication, c'est la question de l'appropriation par les acteurs, parce qu'il ne s'agit pas simplement de donner à voir une représentation objective du système, mais aussi de s'interroger sur comment est-ce que les acteurs s'approprient cette représentation. Et là aussi, il y a plusieurs objectifs ou plusieurs modalités possibles. Dans certains cas, euh, il s'agira de privilégier la compréhension et l'appropriation du fonctionnement du territoire par les acteurs, donc avec certains outils de type fresque, constellation systémique ou atelier ou atterrir. Dans d'autres cas, on va plutôt mettre l'accent sur la co-construction de la représentation systémique par les parties prenantes. Et donc, les différents outils de type analyse structurelle, théorie du donut, toile systémique, c'est des outils qui peuvent donner lieu à des constructions collaboratives. On a aussi la mise en récit qui peut permettre l'appropriation du système par la narration. Et puis enfin, dernier point, dernier temps, l'atterrissage stratégique, qui est évidemment essentiel. C'est finalement comment ensuite on s'engage vers l'action. Et donc là-dedans, là aussi, il y a un certain nombre de questions à se poser qui peuvent aider les acteurs à voir quels sont les outils ou en tout cas le cheminement le plus pertinent pour arriver à cet atterrissage. Donc avec voilà, les outils de mise en récit, d'analyse de jeu d'acteurs, pour s'interroger sur la mobilisation des acteurs. On peut aussi s'interroger sur, grâce à cette représentation systémique, c'est sur quelle dimension ou quel aspect du territoire eh bien, il est le plus pertinent d'agir. Et donc, les outils de représentation systémique, analyse structurelle, étoile systémique peuvent constituer des outils intéressants pour justement aider les acteurs à identifier quelles sont les dimensions les plus clés pour ensuite se projeter vers l'action. Voilà. Donc, je vais aller très vite, simplement pour vous dire que dans la publication, vous trouverez à la fois une description de ce cheminement qui est très souple et qui n'est pas normatif, hein, qui ne vous oriente pas vers une méthode ou vers une autre. Et vous trouverez également à la fin du document un certain nombre de focus sur des méthodes et des outils. Alors, on n'est pas du tout exhaustif, hein, il y a beaucoup de méthodes et référentiels qui existent. Là, on a simplement mis l'accent sur quelques-unes de ces méthodes et de ces outils qui peuvent être utilisés de manière plus ou moins pertinente en fonction des objectifs que vous aurez dans votre démarche de transition. J'en ai presque fini.
Je voulais juste dire un dernier mot pour peut-être plus pour vous dire finalement à quoi il sert ce travail. Donc, je pense que ce travail, il a un intérêt en tant que tel, c'est-à-dire que la publication que vous pourrez découvrir, elle, voilà, elle constitue un document de capitalisation qui vous donne des points de repère, des éléments de définition, des conseils pratiques, euh, et puis euh, des éléments de clés de lecture et de questions pour vous aider à vous engager dans ce type de processus et de démarche pour voilà, représenter visuellement et partager avec les acteurs des représentations simplifiées du, des systèmes dans lesquels vous êtes engagé et sur lesquels finalement portent vos démarches de transition. Je reviens sur le fait que c'est surtout pas une recette qu'on présente dans ce petit guide, mais bien des clés de lecture et des points de repère. Et surtout, c'est une invitation à mettre en pratique parce que le fil rouge de nos réflexions, des réflexions qu'on a eues pendant 3 ans, c'est bien de se dire, bon, il y a d'un côté la théorie, il y a les outils, il y a les boîtes à outils, il y a les principes un peu théoriques, mais la question c'est comment est-ce qu'on s'approprie tout ça, comment est-ce qu'on le fait atterrir sur le terrain. Et donc, ce référentiel, enfin en tout cas cette publication, c'est surtout une invitation à mettre en pratique, à s'approprier ces outils et voilà, à concrètement déployer le plus possible, le plus largement possible, ces outils qui ont un intérêt très concret de pouvoir faciliter et aider et outiller les démarches de transition, quelles qu'elles soient. Donc, Irvina en a parlé, on en parlera tout à l'heure. Le 9 juillet, on aura un premier temps d'exercice pour vous proposer justement de vous approprier un peu plus ces éléments de méthode et ces outils. Mais au-delà, voilà, c'est vraiment une invitation à vous approprier ces méthodes, ces outils, ces approches pour que ça vous soit le plus utile possible. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long et suffisamment clair. Euh, on peut avoir maintenant un temps d'échange. Alors, c'est pas facile hein, de rebondir là-dessus, surtout quand on est 70 autour de l'écran. Euh, donc, pour moi, il y avait soit des réactions ou des questions spontanées des uns et des autres que vous voudriez. Voilà, c'est le moment. On a un petit quart d'heure pour échanger. Donc, s'il y a des questions ou des réactions spontanées, ça peut être l'occasion. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est si certains d'entre vous veulent faire part en quelques minutes d'expériences hein, qui peuvent plus ou moins concluantes sur ces représentations systémiques au service des démarches de transition. S'ils ont envie de nous en parler, de nous en faire part, je pense que ça peut être le moment. Ou des besoins qu'ils pourraient partager auxquels la fabrique pourrait répondre. Donc voilà, la parole est ouverte. Le plus dur, c'est de commencer. Mais en tout cas, allez-y. Si certains d'entre vous souhaitent s'exprimer, c'est le moment. Et le temps que les uns et les autres se préparent, j'en profite pour te remercier à nouveau, Frédéric, pour la présentation et pour tout le travail fourni avec le groupe ces dernières années. Et j'ai mis dans le chat, du coup, le lien vers la publication, voilà, vers le site web et la publication. Et également, je ne l'avais pas mis en début de rencontre, mais le lien pour s'inscrire à la journée du 9 juillet. Voilà, n'hésitez pas à lever la main si vous souhaitez prendre la parole. J'ai vu qu'il y avait aussi déjà quelques réactions dans le chat. N'hésitez pas aussi à poser des questions dans le chat si vous préférez. On va essayer de les relayer. Alors, Philippe, vous avez levé la main. Allez-y, je vous en prie. Philippe, vous nous entendez? On vous laisse la parole si vous le souhaitez. Oui, alors le temps que Philippe allume son micro, je vais peut-être réagir sur quelques interventions qu'il y a eu dans le chat. Euh, donc le travail de la DULM, l'étude Imaginons nos futurs. euh, Moi, ça me dit rien, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on a pu le voir au cours de nos travaux, et puis notamment avec Patricia Auroy, hein, qui travaillait aussi avec l'ADEME sur un référentiel d'outils enfin, qui peuvent aider à appuyer ces démarches. Il y a vraiment beaucoup de choses qui existent. En fait, il y a une profusion de choses qui existent, que ce soit sur des retours d'expérience, des référentiels ou des guides. Ce qui nous semblait manquer, c'est un peu quelque chose de simple pour entrer
de manière assez ouverte dans ce genre de représentation, sans forcément que ce soit orienté autour d'un objectif précis, comme par exemple l'adaptation au changement climatique ou une autre entrée, mais qu'on ait une approche la plus ouverte possible et la plus simple possible pour ensuite aller éventuellement plus loin et se raccrocher à des référentiels ou à des outils ou à des démarches qui peuvent exister. Donc on n'a pas du tout été exhaustif, c'était pas du tout l'objectif, et je pense qu'on est plutôt sur un chantier qui ouvre, voilà, qui a plutôt pour objectif d'ouvrir à l'implication et à l'engagement pour aller un peu plus loin si les uns et les autres le souhaitent. Alors Philippe, est-ce que votre ou Lorenzo, si Philippe. Oui, là c'est bon. Vous m'entendez? Super. Oui, Vous me voyez? Oui, Ok. allez-y. Alors, oui, je réagis et je tenais à vous remercier énormément de cette présentation. Parce que moi, j'aurais bien voulu avoir besoin de ces outils-là à une époque. S'il se trouve que moi, je suis architecte et artiste visuel. Euh, et en 2021, à la sortie du Covid, il y a la DULM, l'Agence d'urbanisme de Lille Métropole, qui m'a proposé une mission qui était assez particulière parce qu'on me demandait de faire 5 images en 2050 montrant la métropole de Lille. Alors, c'était des vues aériennes. Et en fait, moi, j'ai été bloqué pendant plusieurs mois face à cette commande, enfin plusieurs semaines. Et en fait, je suis arrivé avec un texte A4. Alors, je vois quelqu'un qui réagit par rapport aux travaux de l'agence de Grenoble. Moi, je ne les connaissais pas, hein, ces travaux. Donc, peut-être qu'il y a une résonance, mais je pense que c'est une convergence d'agences d'urbanisme par rapport à la question de la science-fiction et par rapport au monde de demain qui avait été soulevé à la sortie du Covid. Et donc, en fait, petit à petit, on a mis en place une stratégie narrative. Donc, vraiment, en fait, c'était très empirique et en fait, on s'est rendu compte que ce qu'on mettait en place, c'était proche du narrative design. Et on commençait à aborder l'urbanisme sur des strates extrêmement transversales. Enfin, il y avait une transversalité des strates absolument dingue. Donc, on était économique, technologique, sachant que du coup, il fallait prendre parti sur certains choix de développement de la ville, par rapport à la résilience territoriale, par rapport à la robustesse territoriale, par rapport à l'économie locale. Enfin, tout ça faisait qu'à un moment, on a eu du mal à établir les règles du jeu. Et donc, on a sorti finalement en 2024 ce petit livre, cette petite étude sympathique que je vous invite à télécharger sur le site de la DULM. Et donc, cette étude a été présentée en même temps avec Philippe Biwix, qui est le directeur de la REP et qui travaille beaucoup sur les low-tech et tout ça, et qui est assez pertinent sur le sujet des ressources. Hein, c'est un ancien ingénieur des mines, donc il est assez pointu là-dessus. Et c'est vrai que du coup, sur la question systémique, moi, j'avais pour l'instant que la vision d'Arthur Keller, ouais. c'est passionnant, mais du coup, à chaque fois, ça n'arrange pas l'éco-anxiété et la solastalgie inhérente à ce genre de travail. Parce que là, pour le coup, on n'a pas de parachute et je peux vous dire que en termes d'antidépressifs, je suis devenu un grand consommateur. Bref. Euh, En tout cas, bah, merci pour ces outils. Moi, je suis très content de cette réunion d'information et j'espère que je vais lire votre outil. Je ne sais pas très bien quelle va être la suite par rapport avec la fabrique des transitions, comment ça va se passer, mais en tout cas, merci. Voilà. Merci pour ce retour, Philippe. Effectivement, le document est un peu plus détaillé, donc ça peut aussi apporter quelques réponses. Mais moi, ce que je retiens de ce retour d'expérience, c'est effectivement, on peut s'engager dans quelque chose qui peut partir dans plein de directions différentes. Et je reviens sur la question de finalement, c'est quoi le besoin? C'est quoi le besoin? C'est quoi la problématique de départ? Et qu'est-ce qui va être au cœur de ce qu'on va représenter
sachant qu'on ne pourra jamais tout représenter et et qu'il y aura toujours un équilibre entre l'objectif et le sensible. Enfin, voilà, le rationnel et le sensible toujours, parce que c'est aussi comme ça qu'on va entraîner l'adhésion des acteurs et qu'on va leur permettre de s'impliquer aussi dans ces processus. Alors, Alors, je vois qu'il y a beaucoup de. Ouais, Peut-être si on veut faire. Désolé, pardon. parce que là, il y a peut-être d'autres demandes de parole et on a un temps limité. Peut-être Lorenzo? Oui, Frédéric, bonjour à tous et à toutes. Je viens juste d'arriver, on a pris un peu de retard avec Pascal, mon binôme, concernant le commun d'accompagnement de transition, ce dont tu parlais tout à l'heure quand tu évoquais Patricia Auroy. C'est effectivement concernant le CAT. Et je viens de mettre à l'instant dans le chat le référentiel dont tu parlais, qui est une plateforme qui a été mise en place suite effectivement à une journée de restitution, auquel d'ailleurs, j'ai oublié son prénom, je m'en excuse, personne de la Fabrique des Transitions a participé. Mais pour répondre par ailleurs, donc je ne sais pas si Pascal pourra peut-être compléter ce que j'ai entendu dire s'il y a des questions à cet endroit, mais pour donner peut-être plus d'informations concernant notre ami Philippe Urbaniste, il y a un autre référentiel qui est intéressant, c'est aussi la Fondation pour l'urbanisme ouvert. Si vous faites Fondation pour l'urbanisme ouvert, je pense que vous aurez pas mal d'informations qui vous permettront de voir comment aussi on peut faire en sorte d'être dans un mode de coopération, puisque tout est partagé dans cette fondation, qui est une fondation internationale de droit suisse, tout est partagé sous licence open source en CC BY SA. Et actuellement, ils sont sur une dynamique européenne. Je pense que ce serait intéressant, Philippe, en tout cas pour ta part, pour t'intéresser, d'explorer un peu ce qu'ils sont en train de mettre en place. La personne référente s'appelle Alain Renck, R-E-N-K. Et si tu as besoin que je te le mette en relation avec lui ou directement le contacter, c'est possible, bien entendu. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop Merci, long. Je sais pas merci si... Lorenzo. Peut-être je réagis parce qu'il y a beaucoup de réactions sur sur le chat. Je réponds juste peut-être je rebondis peut-être sur l'intervention de Karine qui me dit cette démarche me rappelle celle du design thinking. On identifie des problèmes, puis on prototype des solutions pour le concrétiser. Tout à fait. On n'a pas été très original finalement dans l'esquisse de processus qu'on propose. Ce qu'on voulait, c'était euh, démystifier un petit peu ce sujet des représentations systémiques, ne pas laisser penser que c'était uniquement une affaire d'experts et que c'était une fin en soi. Et démystifier aussi le fait que oui, on a plein de référentiels et d'outils et de méthodes parfois très savantes, mais ce qui compte, c'est comment les acteurs s'engagent dans ce genre de réflexion, par quel cheminement ils passent. Et la question de l'outil, elle est un peu secondaire. Alors évidemment, elle est importante parce que l'outil il doit être adapté aux besoins, mais ça vient dans un second temps. Et la question, c'est vraiment comment on définit nos besoins, quelle place on donne aux parties prenantes et comment ça se raccroche à un processus. Donc effectivement, ça fait appel à des méthodes qui existent et on n'est pas été original là-dessus. Mais ça me paraît essentiel pour justement dépasser l'effet catalogue et favoriser un engagement qui aujourd'hui est réel sur certains territoires, mais quand même de manière assez ponctuelle, assez disparate. Et Ah, mais il y a Patricia qui est il n'y là. a, il y a pas d'engagement, on va dire, systémique des acteurs dans ce genre de représentation visuelle qui, à mon sens, et au sens de plusieurs des membres enfin, du collectif qui a travaillé là-dessus, peut vraiment être un outil hyper efficace et hyper utile, sans forcément que ça demande un déploiement d'énergie et de temps considérable. Dans le chat, on avait d'autres questions, notamment de Elsa Nedelec qui demande si les représentations, elles sont autoporteuses ou elles s'accompagnent de notices et comment mesurer leur impact sur les transformations territoriales. Mhm. Alors, euh, je pense que par expérience, c'est difficile d'avoir des représentations complètement autoportantes. Alors ça dépend. Est-ce qu'on s'adresse aux acteurs qui ont participé au processus ou à ceux qui vont le découvrir après? Donc c'est pas le même public évidemment. Pour ceux qui ont participé au processus, bah, il y a toujours un temps d'introduction, d'explication parce qu'on est dans le mode de représentation systémique, il est en général pas naturel. Donc il faut quand même le mettre à niveau tout le monde et s'assurer qu'on comprenne bien dans quoi on s'engage et voilà et de quoi il s'agit. Après, la plupart du temps, il y a une petite notice qui explique quand même de quoi il s'agit, quelle est l'intention, etc. Et comment mesurer leur impact sur la transformation? Bah alors ça, c'est une question plus vaste hein, de comment on évalue
l'impact des démarches de transition. Et ça, j'ai du mal à répondre à cette question, hein. C'est vraiment une question beaucoup plus large. En tout cas, j'ai pas forcément en tête de démarches d'évaluation qui ont pu mesurer l'impact spécifique de ces démarches. Ça peut se faire, hein, évidemment, mais j'ai pas forcément d'exemple à donner. Merci. Il y avait aussi une Par rapport question. au temps. Oui, par il m'a- rapport au temps, et j'en avais aussi une Ouais, autre, je te la donne aussi, comme ça tu peux éventuellement y répondre en même ouais. temps. Si il existait des représentations du système de santé sur un territoire, est-ce que vous avez étudié ce type de représentation dans le cadre du chantier? Et si oui, est-ce que c'est des représentations qui sont faites en associant les usagers et usagères des services de santé? Alors nous, non, parce on a vraiment fait quelques petits aperçus très ponctuel. Par contre, il me semble que l'agence d'urbanisme de Dunkerque a travaillé sur la santé, sur une représentation de la toile systémique de la santé, et ça doit exister. De toute façon, n'importe quel objet peut dès qu'on peut délimiter des contours du système étudié, a priori, on peut représenter tout ça de manière visuelle. Donc, il me semble que l'agence de Dunkerque a travaillé là-dessus, mais j'en suis pas sûr à 100%. En tout cas, ça peut être un très bon sujet il me semble avoir vu aussi dans le message pourrais rechercher que dans les exemples que certains du groupe ont pu donner à voir, il y avait l'idée de parcours usagers sur la santé, mais voilà, ce sera vérifié là, je ne suis pas certain. Et sur le rapport au temps, alors c'est une question, c'est pas évident d'y répondre en 2 minutes, euh, mais euh, on peut avoir des représentations systémiques qui intègrent cette dimension temporelle. Par contre, la difficulté, c'est la complexité. Parce que déjà, si on essaie de représenter un système aujourd'hui à T0, ça demande quand même un certain niveau d'abstraction et de choix pour que ce soit lisible et intelligible. On peut avoir dans l'intention de représenter un système dans sa dynamique et dans son évolution dans le temps. Nous, c'est des choses qu'on a déjà expérimentées à Futurib dans des cas de démarche de prospective. Par contre, il faut être vraiment vigilant à la priorisation des objectifs et à faire en sorte qu'à la fin, on ait quelque chose qui soit utile et que ce soit appropriable. Donc ça, c'est la principale difficulté et ça renvoie à la hiérarchisation des besoins et des objectifs qui doit être faite en début de réflexion pour pas qu'on s'engage dans quelque chose de peut-être très séduisant intellectuellement, mais qui soit pas appropriable par les acteurs. Point de blocage côté élu, et peut-être que je m'arrêterai là-dessus si on veut tenir le timing. Point de blocage côté élu, bah, c'est le temps d'appropriation. Ça, c'est clairement ça. Si on part du principe qu'on a dans des modes de représentation qui ne sont pas habituels, je pense que n'importe quel élu, comme tout acteur, peut être intéressé et séduit par ce type de représentation, mais à condition qu'il prenne le temps de comprendre de quoi il s'agit, qu'il prenne le temps de s'y impliquer et donc de sortir un tout petit peu de sa grille de lecture et de ses idées reçues, hein, sans que ce soit péjoratif. Et donc ça, pour moi, c'est la principale difficulté, c'est pouvoir accrocher les élus sur un temps suffisant pour que bah, ils puissent vraiment entrer dans ce à la fois ce mode de représentation, mais aussi ce mode d'interaction avec les autres acteurs, parce que c'est des modes de représentation qui invitent aussi au croisement des regards, au décloisonnement, et donc ça demande un tout petit peu de temps, alors de pédagogie, mais aussi de temps. Bon, peut-être pas le temps de répondre à toutes les questions, mais en tout cas, je suis très content que ça suscite de l'intérêt et que vous ayez envie d'en savoir plus. Donc voilà, merci. Pour poursuivre, inscrivez-vous à la journée du 9 Oui, juillet et sinon, selon aussi comment on avance dans le webinaire, on pourra peut-être aussi reprendre un temps en fin de webinaire. Mais merci pour tous ces éclairages et pour vos questions. Il y a aussi des exemples qui ont été transmis dans le chat, donc merci aussi pour ça. Et effectivement, si on veut s'en tenir à notre déroulé, je vais donner la parole à Michael Poiroux qui donc, après voilà, ce panorama un peu global sur les différentes typologies de représentation systémique, Michael Poiroux et son groupe au sein de l'Alliance ont analysé plus en détail une sélection de grilles de lecture. Voilà, donc Michael, je te laisse nous en parler. Merci Arvina, bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc ce groupe de travail, il a rassemblé un noyau dur et puis des contributeurs plus ponctuels qui, voilà, en fonction comme nos travaux durent longtemps, et que c'est un engagement bénévole, c'est pas forcément évident. Voilà, et donc avec plutôt des personnes qui ont un profil d'accompagnateur, d'organisation ou de territoire
de collectivités de territoire, d'organisation, sur les questions des transitions avec des profils différents. La façon dont on a opéré, c'est que on est parti de 3 grilles de lecture systémiques, de transformation systémique, voilà, qui viennent du monde anglo-saxon et qui sont pour certaines assez peu connues ou diffusées en France. Et donc, ça nous semblait intéressant de voir, les découvrir et de voir dans quelle mesure elles pouvaient faire écho ou pas à nos expériences d'accompagnement et nous semblait utile. Moi, je vais partager la publication directement. Tac. Et voilà. Euh, alors, peut-être j'insiste sur cet aspect, le petit terme là qui est mis sur la fabrique enfin sur la publication de la fabrique, c'est marqué méthodologie, tout comme ce qu'a présenté Frédéric, c'est-à-dire que c'est des outils qui se veulent des outils au service de l'accompagnement des transitions. Ça se veut pas des préconisations ou des règles absolues ou un idéal, c'est juste voilà des outils et des outils. Voilà, des fois ils peuvent être utiles, des fois complètement inutiles, des fois contre-productifs. Donc c'est ensuite aux accompagnateurs de pouvoir faire le tri et voir dans quelle mesure ils sont pertinents pour eux. Euh, alors, ma diapo passe. Euh, voilà, donc en fait, le point de départ, c'était, on est donc tous alliés à la fabrique des transitions, et dans cette logique de transition, il y a cette représentation de la transition entre un ancien modèle et puis on va vers un nouveau modèle, et au milieu, c'est la transition. Et comme le qualifiait la fabrique des transitions, c'est un peu le brouillard. Et donc, comment on fait pour passer du monde actuel qui périclite à un nouveau monde plus adapté? Personne ne sait vraiment trop comment faire. Là, on peut avoir des flèches horizontales, comme si c'était un peu un tout droit. Les territoires allaient faire un tout droit de l'ancien monde vers le nouveau monde, mais en général, c'est pas vraiment un tout droit. C'est un peu compliqué. Donc l'objectif là, en utilisant ces grilles de lecture, c'était d'essayer un peu de dissiper le brouillard et de voir dans quelle mesure on peut avoir des guides qui puissent nous aider à naviguer dans ce brouillard entre l'ancien monde et le nouveau modèle. Euh, voilà. Donc c'est pas ces trois. Voilà, j'étais un peu trop vite. Donc ensuite, le document il est structuré à chaque fois par la présentation de chacune des grilles de lecture. Je vais zoomer, tac, voilà, sur le premier qui est donc le modèle des 2 boucles. Et donc ce modèle cette grille de lecture des 2 boucles, elle s'inspire en fait des principes du vivant, et elle dit voilà, quand un système, hein, il a un cycle de vie. Donc un système, il naît, il se développe, il atteint sa maturité, et puis à un moment donné, il devient moins adapté à son environnement, donc il devient moins adapté, il périclite, et puis il finit par mourir et disparaître. Euh, le cycle de la vie fait que il y a des nouveaux systèmes qui peuvent émerger. Et donc avec cette idée que du système dominant, à un moment donné, sortent du rang, sortent du chemin de l'autoroute tout droit placé, bien des innovateurs, des innovatrices qui prennent le chemin de traverse pour essayer de faire autrement, soit sans s'en rendre compte, soit parce qu'ils perçoivent que le système dominant est moins pertinent. Voilà, et voilà. Et donc, ils vont parcourir un chemin qui est très compliqué. Et donc, il y a cette idée de se dire, mais comment on peut faciliter le chemin des innovateurs entre au moment où ils sortent, et souvent ils sont isolés, chacun dans leur coin, et réussir à arriver à un système, un nouveau système. Et donc là, ils décrivent en fait ici en 4 grandes actions. Voilà ce qui se passe. Il y a l'idée d'abord de nommer ces innovateurs, innovatrices, de les nommer pour les identifier, pour les faire connaître, les faire reconnaître comme étant des acteurs portant des alternatives, des initiatives. Ensuite, il y a l'idée de les connecter, d'où l'idée de réseau, là, comment on va réussir à connecter ces acteurs entre eux. Et puis, à un moment donné, à force de les connecter,
peut-être se cristallisent des communautés de pratique, des projets, des choses qui commencent à se dire, voilà, on a quelque chose qui pourrait commencer à prendre la place peut-être d'un modèle actuel. Voilà, mais ça demande à être nourri pour bah voilà se développer, s'inspirer, se nourrir. Ça peut être aussi de l'argent, etc. Avant, et bah du coup quand il commence à y avoir une proposition attractive, la mettre en lumière pour donner envie aux gens qui sont restés dans le système actuel et qui sont en train de douter, d'être dans les deuils, de se dire on va tous crever et prendre des anxiolytiques comme le disait Philippe tout à l'heure. Comment éventuellement, voilà, une autre alternative, c'est peut-être de faire la transition et de rejoindre le nouveau modèle. Voilà, donc j'étais un peu long, enfin, et voilà. Et donc le système dominant, il y a cette question, voilà, du fait que bah, quand on commence à être moins pertinent, il y a toute l'action de comment on prend soin d'un système qui est en train de péricliter, en étant en capacité d'accueillir les doutes et d'accompagner les deuils, les renoncements, même on pourrait parler pour reprendre les questions de la redirection écologique. Voilà, donc j'étais un peu long sur cette grille de lecture, mais c'était pour donner à voir un peu donc comment le document est construit. Vous avez le à propos qui vous explique d'où ça vient et qui sont les créateurs de cette grille de lecture, des renvois vers les sources originales, alors beaucoup en anglais et avec quand on avait des ressources en français, on les a indiquées, mais voilà pour aller à la source. Les points clés qui sont un peu un résumé. Et ensuite, bah voilà, on détaille la grille de lecture. Et donc là, voilà, pour le modèle émergent, ce que je vous disais, par exemple, sur nommer, identifier. Voilà, on va expliquer, voilà, c'est quoi l'action de nommer, d'identifier. Et puis, on donne des en pratique. Voilà, et donc dans le en pratique, ici, dans nommer, il y a cette question de cartographier les initiatives émergentes, des annuaires, des guides qui peuvent être papier, qui peuvent être en ligne. Et quand on est dans le connecté, il y a cette question de enrichir ces cartographies pour dresser un panorama des initiatives, comment elles se situent entre elles, quelle proximité géographique, thématique, quelle grande famille. Et là, bah, on fait vraiment le lien avec, par exemple, ce que vient de présenter Frédéric sur comment on peut avoir une représentation systémique de toutes ces initiatives dans l'alimentation, dans l'énergie, dans l'habitat, dans les mobilités. Il y a plein de gens qui font des initiatives sur le territoire et comment elles s'articulent les unes avec les autres, à quel endroit il y a beaucoup plus d'initiatives, à quel endroit il y en a moins, quel lien il y a entre elles, quelle proximité il y a entre elles, quelles sont les personnes qui sont des nœuds réseaux. Voilà, et donc dans Connecter, par exemple, il y a cette question de partager les intentions et les motivations des acteurs. Donc on a essayé à chaque fois dans les en pratique, de donner des idées d'actions concrètes qu'on pouvait mettre en œuvre. Donc nommer, connecter, nourrir. Vous voyez, à chaque fois, il y a la petite description et des idées d'action. Voilà, et donc pareil pour les actions du modèle actuel sur prendre soin, par exemple, voilà, croiser et capitaliser les connaissances expertes et terrain, ouvrir les espaces de discussion pour partager la vision diagnostique sur bah voilà comment on partage le fait bah, qu'en effet le système est moins pertinent, perd de sa pertinence, périclite et qu'on va pas pouvoir tenir comme ça très longtemps. Mettre l'accent sur la maintenance plutôt que le développement, comment on fait en sorte d'essayer de maintenir et d'éviter que le système s'effondre. Voilà, apporter du réconfort, créer des îlots de sécurité, des moments de joie, soutenir les personnes avec compassion et douceur. Donc, voyez, qui se veut un peu, voilà, un guide pratique de qu'est-ce qu'on peut faire quand on est dans cette situation. Puisque dans cette grille de lecture, ça décrit bien le fait il y a des modes différents. Et ensuite, on a une partie qui est comment se servir de cette grille de lecture, où on a essayé d'identifier nous ce qui nous semblait être les atouts avec notre expérience d'accompagnateur, accompagnatrice, et puis des limites. Donc, dans les atouts, là, ce qu'on a trouvé, c'était des actions pertinentes, c'est-à-dire que les actions qui étaient proposées par la grille de lecture, tout semblait être assez adapté aux situations qu'on a pu rencontrer dans la vie réelle. Donc, ça pouvait vraiment être un référentiel vers lequel on se tourne et à un moment donné se dire ah oui tiens on pourrait faire ça voilà et aller piocher dans toute cette idée toutes ces idées aller s'inspirer pour trouver des actions. Ce qui nous semblait un atout c'était aussi cette idée des mondes dissociés. C'est-à-dire que voilà on a vraiment deux mondes qui sont dissociés. Vous voyez il n'y a pas de lien entre le système dominant et le système émergent et du coup ça peut traduire des réalités qu'on perçoit dans nos territoires, dans nos organisations, où c'est des mondes qui s'ignorent
voilà, il y a le monde actuel qui continue sa course, et puis il y a des gens qui essayent de faire des initiatives, mais en fait, il n'y a pas de contact vraiment. Les uns, chacun est dans son coin, chacun fait son truc dans son coin, et il n'y a pas d'échange, pas de contact, et les gens sont isolés, voire se mènent la guerre. Donc là, c'est ce qu'on a essayé de décrire avec les actions réciproques dans les flèches noires. Voilà. Dans les limites, c'était une vision trop simplifiée, voilà, où il manquait justement ces relations, les interactions entre les deux mondes, parce que même si c'est des mondes qui s'ignorent, bah, il y a quand même à un moment donné forcément des interactions, parce qu'on est dans le même territoire, on partage les mêmes espaces de vie, les mêmes ressources, donc il se passe des choses quand même, et peut-être que là, ces grilles de lecture ne permettent pas d'aborder ces enjeux-là. Et un autre élément qui nous semblait manquer, c'était tout l'aspect imaginaire, récit qu'on retrouve pas dans ces grilles de lecture. Et forcément, la théorie des transitions, c'est des éléments qui nous semblent importants, même si, bah, en fait, cette description des trajectoires de ces deux mondes, ça peut se soutenir, ça peut être un outil pour la mise en trajectoire, qui est une des cinq, je sais plus comment on les appelle, mais une des cinq caractéristiques de la mise en récit. Et enfin, on termine par les usages recommandés, où là, on s'est dit, voilà, sur trois items hein, qui valent ce qu'ils veulent, mais qui était la question du diagnostic. Quand je suis dans un diagnostic sur la transition de mon territoire, mon organisation, en quoi ces grilles de lecture est utile ou pas, en termes de conseils ou en termes d'évaluation. Voilà, à chaque fois, pour chaque grille de lecture, on va avoir présenté ça. Voilà, donc je vais pas rentrer autant dans le détail, mais je vous présente juste rapidement les deux autres grilles de lecture. La deuxième grille de lecture qu'on a regardée, c'est les trois horizons. Horizon 1, là en rouge, horizon 2 en bleu, horizon 3 en vert, qui sont trois rapports au futur. L'horizon 1 comme étant le futur, comme étant la reproduction du présent, c'est-à-dire que le futur va être la reproduction du présent, donc plutôt un rôle de maintenance, de management, ou comment j'entretiens, je fais tenir la boutique, je fais en sorte que bah, tous les jours, le lendemain, les services publics fonctionnent pour que les gens ils aient de l'eau quand on ouvre le robinet, que l'hôpital il puisse accueillir les gens, etc. Donc je suis dans la reproduction, etc. Et donc forcément, quand le système est moins performant et périclite, et ben on arrive à des réactions où on va se dire bah c'était mieux avant parce que quand je suis rendu plus loin, je suis beaucoup moins bien que quand j'étais au début, quand mon idée c'est de reproduire tout le temps ce qui s'est passé. Un horizon 3 qui est le futur paradigme, voilà, qui peut correspondre au modèle émergent qu'on voyait. Et puis donc la particularité de cette grille de lecture, c'est qu'elle rajoute la question de l'innovation qui vient entre les deux et qui se retrouve en conflit entre une innovation qui va servir à maintenir à entretenir et à reproduire le système dominant, ou une innovation qui va servir vraiment à transformer, à basculer vers un nouveau système. Voilà, je pas tout ça passé, donc ça on l'a vu. Et puis le troisième grille de lecture qu'on a évoqué, c'est la théorie U. Alors la théorie U, c'est beaucoup plus large que simplement cette représentation, mais on s'est concentré ici sur la question de cette trajectoire avec ces cinq étapes, avec cette étape très particulière en anglais de presencing qu'on a traduit ici en pressentir, mais bon là c'est une traduction qui vaut ce qu'elle veut parce que comme c'est un néologisme qui n'existe même pas en anglais, c'est un néologisme, le presenting qui a été créé. Voilà, comment ces cinq étapes elles permettent de comprendre ce qui se passe. Enfin, elles donnent à voir comment une transformation va se faire. Alors, attendez, j'essaie de tourner sur la publication pour descendre. Ce que j'ai pas dit en voyant ici, excusez-moi, je reviens, c'est qu'en fait on a décrit un cas pratique, mais un cas fictif parce que on voulait pas, pour des raisons à la fois de confidentialité et puis de pas mettre en avant un territoire spécifiquement, on a fait un cas pratique, voilà, qui est un mix de plein de choses qu'on a pu rencontrer dans nos expériences et où on essaye de traduire dans un cas pratique fictif chaque grille de lecture pour voir comment elle est utile ou pas à la traduction de ces éléments. Donc voilà, vous avez à chaque fois le descriptif. Là, sur les trois horizons, vous avez cette question du rapport, comment les acteurs qui se retrouvent plutôt dans une vision horizon 1, plutôt dans une vision horizon 2, plutôt dans une vision horizon 3, se considèrent les uns par rapport aux autres.
avec des visions négatives ou des visions positives, et donc des enjeux de comment on arrive à faire passer les acteurs d'une logique de concurrence entre eux, entre horizons, à une logique de coopération, hein, qui est aussi la coopération un élément essentiel de l'approche de la fabrique des transitions. Voilà, et puis théorie U, voilà, tac, 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 je passe. Le cas pratique, qu'est-ce que je voulais montrer à la fin? Voilà, c'est qu'on a un petit tableau de synthèse perspective, voilà, qui synthétise, voilà, ce que je vous ai décrit. Voilà, donc pour quels usages ça nous semble le plus intéressant? Diagnostic, conseil ou évaluation. Quels sont les atouts qu'on y a trouvés, les limites qu'on y a trouvées, si ça nous semble plus ou moins facile à mettre en œuvre. Et puis les synergies avec les approches à faire avec des transitions. Donc comme j'évoquais, cette question de la coopération, le diagnostic sensible qui est aussi une méthode qui est proposée, et puis la mise en récit. Voilà. Et je voulais proposer, je sais pas quel temps on a, je pense qu'on a encore quelques minutes. Je voulais proposer à Geoffroy, qui a participé au groupe de travail, de voilà apporter un autre éclairage pour éviter que ce soit que moi qui parle, puisque nous étions plusieurs. J'arrête le partage et Geoffroy, je te passe la main. Merci. Vous m'entendez? Oui. Ok, merci. Merci Mickaël. Je me permets effectivement de réagir et surtout de compléter et d'appuyer tout ce que a dit Mickaël. Moi, je me place en tant que contributeur aussi à ce travail qui a été piloté par Mickaël, et c'était un grand plaisir de manipuler ces concepts-là. Et comme l'a dit Mickaël, on avait à cœur de mettre ces concepts, ces approches théoriques avec la pratique. C'est ce qui justifie notamment à chaque fois, comme l'a dit Mickaël, un petit encadré sur un cas pratique qu'on a rendu fictif, mais qui part bien de certaines expériences de praticiens dans ces logiques de transition et d'accompagnement de ces logiques de transition. Et tout ça pour vous dire que ces modèles, ils ont, comme tout modèle, ils ont leurs limites, évidemment, dans leur manière d'être mis en œuvre et d'être conforme ou en tout cas opérationnel, je dirais, par rapport à des terrains concrets. Mais qu'il y a quand même plein de choses, je trouve. Je vous parle vraiment en tant que praticien, qui m'ont servi à moi, et qui du coup qui peuvent vous servir à vous si vous êtes dans cette posture-là d'accompagnateur. Parce que d'une manière générale, chacun à sa manière délivre une grille de lecture et permettre quelque part d'éveiller un certain nombre de regards de conscience auprès des acteurs auprès desquels on travaille. On a tous nos biais de représentation, nos biais cognitifs sur ce qu'est le territoire, sur sa trajectoire, sur les émergences qui le caractérisent. Et à un moment donné, on se rend compte, et ces modèles nous y invitent, on a besoin et Frédéric Veil l'a très bien illustré aussi, de le partager, de l'objectiver et de le mettre sur la table pour dépasser nos modèles, nos idées préconçues et ces formes de tension qui s'exacerbent aujourd'hui dans cette zone de brouillard dont a parlé Frédéric. Donc rien qu'à ce titre-là, moi personnellement, ils m'ont servi ils m'ont fait gagner du temps sur la manière d'appréhender le changement dans un certain nombre de territoires et à délivrer des clés de lecture, alors à chaque fois qui sont aménagées, qui sont retravaillées, mais néanmoins qui permettent de nourrir des réflexions collectives et de dépasser certaines tensions dans ces logiques de transition. Et donc juste pour compléter, dans le cas pratique, on a pris effectivement un territoire de montagne qui est quand même qui sont aux avant-postes de ces logiques de transition, qui sont en plein dans le brouillard, pas très étonnant en montagne, mais là brouillard cognitif également, et donc où il y a des vraies logiques de dépassement de ces tensions, de clairvoyance, de lucidité sur ce que peut être le modèle d'après, sur ce qui se joue dans chacun de ces territoires,
Et je voulais juste attirer votre attention sur quelques points clés issus de ces modèles qui m'ont beaucoup servi à moi, notamment sur le double boucle, le modèle double boucle sur la logique de prendre soin, qui est constitutif du modèle, si vous l'avez encore en tête, de prendre soin du modèle actuel, du modèle encore dominant dans certains territoires de montagne, autour du tourisme de neige notamment, avec cette forme d'humilité qu'il faut à chaque fois observer auprès des tenants du modèle actuel, même si quelque part ils sont aveugles ou dans certaines formes de déni pour certains. Il y a un vrai sujet sur la posture d'accompagnement, sur se prendre soin, sur comment on ménage ces acteurs-là dans les ruptures à venir ou dans les bifurcations qui s'imposent, et comment on prend appui sur leur culture commune, leurs attachements, sur leur capacité à rebondir éventuellement sur d'autres trajectoires. Et on est à chaque fois sur une ligne de crête, en fait, je trouve, en tout cas dans certains territoires, et face à des dilemmes en quelque sorte, entre ce qui relève parfois d'une forme de maladaptation, parce qu'on veut investir dans le modèle dominant, et ce qui relève aussi pourtant, en investissant dans ce modèle dominant, d'une forme de transition, avec toujours cette contradiction de dire oui, mais attendez, on investit dans la neige, c'est aussi pour préparer la transition de demain. Et des fois, on est confronté aussi à ces logiques un petit peu contradictoires, où on ne sait pas trop si finalement on entretient un modèle ou si on contribue à un changement plus doux, tout en continuant de faire perdurer le modèle dominant, en tout cas en essayant de le faire glisser tout doucement, sans trop de casse vers le modèle suivant. Il y a un autre point qui me semble intéressant, c'est la logique d'objectivation. Moi, dans mon cas très précis, dans le cas qui est en tout cas fictif dans le cas dans le rapport, c'est la logique d'objectivation. On est souvent dans des conflits de représentation. On m'a demandé, mais attendez, là, il nous faut concrètement une vision objective du poids du tourisme dans notre économie. On n'arrive pas à se mettre d'accord. Certains disent c'est marginal, d'autres disent c'est dominant. Donnez-nous des clés de lecture et une approche scientifique qui nous permet de nous mettre d'accord. Ce sera la première marche à gravir pour voir anticiper, enfin en tout cas construire la suite ensemble. Voilà, donc ça ce travail d'objectivation, il est aussi très important. Et les modèles qui sont présentés dans le rapport nous y invitent largement dans les trois cas. Et puis peut-être troisième point important sur ce rapport au futur. Les trois modèles nous invitent à porter une réflexion sur c'est quoi finalement, comment incarner finalement sont incarnées ces postures et ces rapports au futur dans ces territoires. Il y a l'horizon 1, l'horizon 2, l'horizon 3. Il y a des formes d'aveuglement par rapport à des germes de futur qui existent dans ces territoires, qui sont pourtant là, mais qui sont pas clairement identifiés. J'aime bien cette citation qui marche souvent très bien auprès des territoires que j'accompagne, qui est de dire que le futur est déjà là, mais il est inégalement réparti. Et je trouve ça très, très illustratif de cette manière d'appréhender le changement et de le mettre au jour finalement, parce qu'on peut côtoyer ce futur sans finalement s'en rendre compte qu'il est là et qu'il est en train de transformer les choses. Et donc que ce soit dans la double boucle ou dans le modèle des trois horizons, on est aussi dans cette logique d'identification et de clairvoyance par rapport à ces germes de futur. Donc à nous, en tant qu'accompagnateurs, de les révéler, de les faire parler, et comme l'a dit Michael, les mettre en récit, de les mettre en lumière. Ça, c'est un des travaux quand même importants et qui sont pas toujours faits, en tout cas pas de manière exhaustive et consensuelle. Et je terminerai juste par un point, peut-être ce à quoi m'invite la théorie U,
qui est ce rapport au sensible dans les travaux d'accompagnement. Moi, j'avais clairement une commande, pour prendre l'exemple de territoire de montagne, qui est de nous inviter d'avoir une approche rationnelle sur le cognitif, sur c'est quoi le modèle de notre territoire et comment on peut en faire un matériau de travail collectif. Mais ce qui peut être souvent mis de côté et marginalisé, c'est le sensible, justement. Le sensible par rapport au non rationnel, à finalement une base émotionnelle par rapport à ce changement, par rapport à notre rapport au territoire. Et je sais que la Fabrique des Transitions est très axée là-dessus aussi, à travers notamment ces diagnostics sensibles. Mais voilà, il y a tout un volant d'actions qui vise et d'ateliers, de méthodes qui visent à faire émerger, à exprimer ce sensible-là, notamment à travers la logique de récit, de scénario, qui permet de faire sens d'un certain nombre de valeurs, de visions, de rapports sociaux sur le territoire et qui sont ultra importants, qui dépassent largement les diagrammes, les chiffres, les tableaux, qui sont aussi importants, mais qui sont qu'une brique du processus. Voilà, donc c'est aussi cette notion de sensibilité, de l'émotion aussi qui est convoquée à travers notamment la théorie U et qui est ultra importante je trouve, dans nos process d'accompagnement. Bon, voilà quelques carottages, je dirais, par rapport à ce que moi j'ai ressenti, la manière dont j'ai appréhendé ces modèles-là dans mes différentes pratiques et qui est repris de manière synthétique dans le cas pratique du rapport. Merci beaucoup, Geoffroy, pour ces compléments. Merci, Mickaël, pour la présentation. Et puis, encore une fois, pour tout le travail qui a été mené dans le cadre du chantier. On a un petit peu dépassé sur le temps, mais on va quand même prendre un moment pour accueillir vos questions, remarques, contributions. Donc, n'hésitez pas, comme tout à l'heure, à lever la main pour prendre la parole ou à écrire dans le chat. On a eu d'autres exemples aussi qui ont été partagés depuis dans le chat. Mickaël, Geoffroy, si vous voulez aussi réagir directement sur les discussions parallèles du chat, je vous en prie. Oui, peut-être reprendre quelques éléments, mais si quelqu'un veut intervenir, qu'il n'hésite pas à lever la main, mais j'ai essayé de répondre pendant que je crois témoigner. Euh, voilà, Pascal, qui connaît bien la théorie U, évoquait la question de l'absenting, qui est l'inverse du presenting. Voilà, on n'a pas remis la représentation graphique dans la publication, mais on a évoqué cette question-là, c'est-à-dire que c'est l'anti-parcours de la théorie U, où au lieu de se connecter, on se dissocie de soi-même, de ses émotions, etc. Et on termine comme Trump, quoi. Pour résumer en très court. Donc voilà, mais donc en effet c'est très riche. Ça n'a pas vocation à être exhaustif, hein. Tout comme le fait qu'on renvoie vers un certain nombre de pratiques. Je vois des gens qui parlent du design, de la science-fiction, etc. C'est-à-dire que c'est une sorte des grilles de lecture un peu macro avec plein d'actions qu'on peut faire. Et donc, comme je disais, à un moment donné, bah, on peut être amené à faire des diagnostic sensible, on peut être amené à faire une représentation systémique, on peut être amené à utiliser le design, on peut être amené à utiliser la psychologie, on peut être amené à utiliser plein d'approches. Et donc, on essaye de renvoyer à chaque fois vers les approches qui sont pertinentes. Voilà, je ne sais un peu plus trop ce d'autre a été présenté. Oui, le 9 juillet, c'est en présentiel pour se voir, manger ensemble et travailler ensemble pour ceux qui veulent venir. Sinon, vous avez la publication et vous avez ce webinaire. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Est-ce que parmi vous, des personnes ont déjà expérimenté ces grilles de lecture? Voilà, pourraient nous partager un petit retour d'expérience. Ou est-ce que parmi vous, des personnes se disent que ça pourrait être hyper utile par rapport aux enjeux et aux problématiques qu'ils pourraient rencontrer sur leur territoire et donc seraient éventuellement intéressés d'expérimenter ces approches? N'hésitez pas à nous partager tout ça.
s'il y a des questions de compréhension aussi, hein, c'est le moment. Ah. Vincent et Mathieu. Je vous en prie, Vincent, allez-y. Oui, bonjour, merci pour tout ça, c'est évidemment très riche. Et moi, c'est vrai que j'utilise de temps en temps ces outils, notamment à travers un projet en Belgique qu'on appelait Terra Lab et maintenant à l'Adré sur les territoires de montagne. Juste un partage d'expérience, c'est que je trouve que les deux boucles mettent bien en avant l'importance du rôle des passeurs, donc de ceux qui font les passerelles entre les deux mondes. Mais la difficulté de ce rôle dans un monde de plus en plus binaire où ils peuvent être considérés comme des doubles traîtres. Voilà, c'est juste le fait que quand on présente ça, il y en a qui se retrouvent dans ce rôle de passerelle et qui parfois font demi-tour ou bien sont un peu réservés à l'idée de le jouer parce qu'ils se ramassent des coups des deux côtés, parce qu'ils parlent aux deux mondes et dans le monde actuel de t'es pour ou t'es contre et il n'y a rien entre les deux. C'est juste euh, remettre en avant l'importance de ce rôle et la difficulté de le jouer aujourd'hui. Voilà, c'était juste ça. Merci à vous. Merci, Michael. Geoffroy C'est tout à fait vrai. Non, non, mais oui, oui. Et la publication de Vincent, il a mis la référence. Voilà, elle est très bien aussi. Donc, n'hésitez pas à aller consulter pour élargir et enrichir aussi euh, vos appréhensions de tout ça. Il y avait une autre demande d'intervention. Oui, Mathieu, allez-y. Oui, bonjour à tous. Moi, je suis à la région Nouvelle-Aquitaine. On a une feuille de route Noterra, justement, où on travaille sur la question des transitions. Et moi, je suis copilote de l'ambition 4, puisqu'il y a 6 ambitions. L'ambition 4 sur la transition des entreprises. Et ma question, c'était dans vos travaux, la place des entreprises dans ces démarches, puisque c'est souvent, quand on parle de territoire, on pense souvent collectivité. Mais est-ce qu'aussi les entreprises ont pu être moteurs dans des démarches comment elles sont associées par rapport à leurs enjeux aussi économiques avec les perturbations climatiques et autres. Voilà, c'était la place des entreprises un peu dans ces démarches collectives. Peut-être, Geoffroy, si tu veux expliciter, soit par rapport au cas, soit par rapport à ton expérience. Oui, bah, je peux, de ma petite expérience, elle est centrale pour moi, c'est-à-dire que c'est un acteur constitutif du territoire avec lequel on travaille, donc à convoquer à plusieurs étapes du processus dès lors qu'on veut entamer un processus qui s'appuie justement sur ces forces vives et sur ces acteurs qui travaillent sur la transformation des modèles. Après, avec une attention certainement peut-être plus particulière et ciblée sur les entreprises qui sont dans des dynamiques de transformation et avec une responsabilité territoriale hein, peut-être plus visible et plus assumée ou en tout cas plus volontaire. Mais dans tous les cas, il me semble que ce sont des acteurs incontournables si on veut adopter une approche systémique déjà, donc qui forcément nous invite à composer et plus que composer, à mobiliser le milieu économique. Et donc acteur clé dans ce type de processus, quoi. Et ces acteurs, ils peuvent être à la fin dans les deux mondes. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des acteurs économiques qui essayent de maintenir au maximum le modèle actuel, et puis des acteurs économiques qui se positionnent comme étant des innovateurs qui essayent de proposer d'autres alternatives, quoi. On le voit notamment dans l'agriculture. Voilà. Et oui, c'était parce que nous, on a travaillé sur un outil qu'on appelle le Notera Score. C'est un autodiagnostic, c'est un questionnaire qu'on a créé avec les agents de la région, justement pour amener le plus possible cette vision systémique aux entreprises avec un ensemble de questions. Tous sont pas engagés dans des démarches RSE, donc c'est une première approche pour un amont aussi de dossiers potentiels financement avec la région, de poser bien toutes les questions en termes des enjeux environnementaux, de la place de l'humain dans l'entreprise, en rajouter aussi tout ce qui est coopération liée au territoire, gouvernance, qui sont des sujets un peu pris à la marge souvent et qui sont assez essentiels dans la façon de prendre différemment le pilotage et les sujets qui pour une entreprise. Voilà. Donc on est un peu dans cette réflexion-là aussi. Donc
les échanges sont intéressants pour ça. Merci. Il y avait une question dans le chat aussi sur les critères qui ont... Pourquoi avoir choisi en fait plus spécifiquement ces trois grilles de lecture? J'ai vu que tu avais répondu rapidement à l'écrit, Michael, mais peut-être tu peux repréciser à l'oral pour tout le monde, voilà, pourquoi se focus Ouais, alors spécifiquement sur on ces est grilles donc de on est lecture. sur des grilles de lecture qui donnent à vous, enfin qui décrivent des trajectoires de transformation, qui était l'objet du groupe de travail et du chantier et de la publication. Donc ça veut pas dire que plein d'autres trucs comme là, c'était évoqué le donut. Bon bah le donut c'est un outil qui est très intéressant, mais qui décrit pas une trajectoire. C'est un outil plutôt de diagnostic qui peut donner à voir où on en est, une perspective, et on en revient à cette question de où on en est actuellement, où est-ce qu'on veut aller et comment on fait pour y aller. Et donc c'est là que les trajectoires peuvent être utiles pour accompagner ça. Euh, Là sur le choix de pourquoi ces trois-là, bah, parce qu'en fait tout bonnement c'est moi qui est dans mes travaux de veille de recherche il y a 5-6 ans maintenant, 6 ans peut-être maintenant, avait fait les avait identifiés dans comme je disais, elles sont dans le monde anglo-saxon, même si il y a un certain nombre d'acteurs qui sont présents aujourd'hui qui les connaissent et qui les diffusent. C'était quand même pas très répandu, notamment il y a 6 ans en France, à part Théorie U, mais encore une fois qui est plus large. Euh, donc voilà, mais en ayant conscience que c'est pas, il n'y a pas que ces trois grilles-là, il y en a d'autres, il y a d'autres choses et que voilà, mais c'est juste une pierre à l'édifice voilà, tout comme le travail qui est fait par le commun des d'accompagnement des transitions, dont certains sont là, c'est aussi une pierre à l'édifice. La publication qu'a fait Vincent, qu'il a partagé, c'est aussi une pierre à l'édifice. Enfin voilà, tous ces travaux contribuent. Merci, Michael. Et deux dernières petites questions dans le chat avant qu'on conclue. Est-ce que, à travers l'analyse de ces grilles de lecture, vous avez aussi questionné les modes d'organisation à mobiliser, services publics, communs, marchés, etc. C'est une question de Éléonore et Elsa Nedelec, en écho à ce que tu disais, Geoffroy, tout à l'heure, sur comment se former en fait à l'accompagnement et à la réception des émotions. Euh, Est-ce que vous avez des pistes? Alors, sur la première question, j'ai en tête comme ça que bah, dans ces enjeux de coopération, on a été amené justement à partager des exemples de modèles comme les SIC, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, qui sont justement par exemple des modalités qui permettent une coopération privée-publique. Euh, donc en tout cas, dans ces enjeux de coopération, forcément, ils viennent réinterroger la façon dont on s'organise, et la question des communs est aussi une type de réponse à ça. Enfin, comme on décrit le processus de transformation, c'est vrai qu'on n'a pas forcément donné à voir un résultat idéal final dont je ne sais pas à quoi il ressemble. Euh, sur, euh, sur la question se former à l'accompagnement, réception des émotions, bah, si votre métier c'est d'accompagner la transition, ça me semble en effet indispensable, ou en tout cas de collaborer avec des personnes qui le sont. Voilà, mais en tout cas, c'était pas l'objet c'est pas l'objet de notre travail, mais ça montre qu'on a besoin de ces compétences. C'est ça aussi qui était intéressant dans les grilles de lecture, c'était comme disait Geoffroy, c'était d'identifier les différentes compétences dont on perçoit qu'on peut avoir besoin et à quel moment on en a besoin. Alors, des gens ont parlé du design, on a parlé de la représentation systémique, là on parle de l'accompagnement, réception des émotions. Là, et donc il y a peut-être pas une personne qui est capable de faire tout ça bien, parfaitement. Et donc comment on arrive à faire coopérer des compétences diverses entre elles. Lorenzo, tu voulais intervenir à nouveau. Je te laisse la parole, mais rapidement parce qu'on va bientôt conclure, histoire de pas trop dépasser le cadre qu'on s'est fixé. Pas de souci, Irina. Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, euh, justement, sur la plateforme du commun d'accompagnement de transition, vous verrez qu'il y a toute une liste qui n'est pas exhaustive, hein, qui est non exhaustive, de toutes les approches de cercles dialogiques, cercles en commun. Mais quand on parle d'émotion, il y a une autre étape qui n'est pas évoquée ou qui est rarement évoquée, c'est de redonner toute la place du corps, qui est essentiel, à mon avis, dans les processus d'intelligence collective. Et là, il y a plein de démarches aussi qui mériteraient d'être mises en lumière. L'un des acteurs premiers, on va dire,
historique, on pourrait dire, c'est l'Université du Nou qui, au cœur de leur démarche, ont ce qu'ils appellent le Senso. Mais il y en a bien d'autres, hein, bien entendu. À l'occasion, je serais ravi de pouvoir en parler s'il y a des personnes qui sont sensibilisées à cette dimension-là. Merci. Merci à toi, Lorenzo. Merci à toutes et tous pour ces échanges. Je vous propose de conclure sur les 4 dernières minutes qui nous restent en vous proposant du coup un certain nombre de ressources complémentaires à ce qu'on s'est dit ce matin, que vous pourrez retrouver sur le site de la Fabrique des Transitions. Hop, je vous mets tout un tas de liens dans le chat. Donc déjà, les ressources un peu socles qui fondent un petit peu l'approche de la Fabrique des Transitions, qu'on rappelle à chaque fois, mais voilà, c'est toujours utile de le dire, les 4 fantastiques des territoires en transition, les 4 fondamentaux de la conduite de changement systémique, les 5 dimensions, c'était ça le terme, Michael, de la mise en récit, et 2 affiches sur l'approche systémique qui avaient été réalisées il y a quelques années avec le CERN, qui viennent aussi en complément de ce qu'on s'est dit ce matin. Et également, désormais, les 2 publications, du coup, qu'on vous a présentées ce matin, représentation systémique et trajectoire de transformation. Vous redire aussi que donc pour rejoindre la Fabrique des Transitions, suivre nos travaux, vous pouvez signer la charte d'alliance et devenir allié. Ça vous permet notamment de participer aux différents espaces communautés apprenantes chantiers et donc de participer à des travaux similaires à ceux qu'on vous a présentés ce matin. Pour être tenu informé aussi des actualités de l'Alliance, des opportunités de coopération au sein de l'Alliance, vous abonner à l'établi, qui est la newsletter mensuelle. Voilà, et enfin, on a un temps d'échange tous les premiers mardis du mois en visioconférence qui s'appelle la permanence, où vous pouvez aussi venir pour voilà, avoir plus d'informations sur la Fabrique des Transitions, ce qu'elle fait, discuter aussi de vos projets, de vos problématiques et éventuellement penser des espaces de coopération. Et pour finir, donc le prochain rendez-vous dont on vous a déjà parlé, c'est cette journée du 9 juillet pour bah voilà, un temps vraiment de mise au travail et d'appropriation des différents outils qu'on vous a présentés ce matin, où vous retrouverez Frédéric Veil et Michael Poiroux et peut-être aussi d'autres contributeurs des chantiers, mais également Benoît Thévard, chef de projet à la Fabrique des Transitions, qui viendra aussi faire le lien avec l'approche et avec les dispositifs de la Fabrique des Transitions. Et donc l'idée, c'est vraiment de travailler à partir de vos enjeux, de vos problématiques, de vos cas pratiques. Il nous reste 1 ou 2 minutes. Michael, Frédéric, Benoît, si vous avez envie de compléter aussi à cet endroit, si j'omets des choses, n'hésitez pas. Juste pour conforter ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que l'idée, le 9, c'est que bah, les gens qui viennent aient eu le temps de consulter les documents en amont, pas de les découvrir. Le but, c'est d'aller plus loin. Donc, le but, c'est de les avoir parcourus en amont. Et puis, en effet, on mettra au travail bah, les expériences de chacun pour voir comment ça résonne. Ça résonne. Voilà. Super. Rien à ajouter. On espère que vous viendrez nombreux. Voilà, les places sont limitées, donc n'hésitez pas à vous inscrire rapidement. Voilà. Eh ben, je crois qu'on a tout dit. Il me reste à vous remercier encore toutes et tous, intervenants, participants, pour ce temps d'échange ce matin. On vous enverra le replay et les ressources qui ont été partagées lors du webinaire voilà, à la suite d'ici quelques jours, d'ici qu'on les traite. Et voilà, à bientôt, peut-être au 9 juillet, et sinon à d'autres moments, à d'autres occasions. Merci encore.